Voici Danny Dyer. Cet acteur a joué un voyou brutal dans un film anglais sur le hooliganisme. Il est mordu de foot, mais pas aussi dingue que les vrais hooligans. Son interprétation convaincante lui a valu leur respect, mais également l'occasion unique de pénétrer dans leur monde sombre et dangereux. Danny se lance dans un tour du monde pour découvrir par lui-même les excès de cette violence. Il sera au cœur de l'action et nous emmènera en première ligne, au beau milieu des émeutes, du gaz lacrymogène et même des coups de feu. C'est pas vrai. Suivez-le dans cette plongée infernale chez les hooligans. Aujourd'hui, je pars à la découverte d'un pays à la fois magnifique et dur. Ces fans de foot sont en général perçus comme des buveurs de whisky pacifique qui portent des kilts. Mais croyez-moi, cette image est bien loin de la vérité. On y trouve l'une des rivalités les plus violentes, acharnées et meurtrières au monde. Cette terre a servi de champ de bataille à certains des hooligans les plus craints et les mieux habillés de Grande-Bretagne. Bienvenue en Écosse. Rien ne vaut une bonne bagarre. Il n'y a rien de mieux. L'adrénaline prend le dessus, on voit rouge, on aperçoit les supporters adverses et on fonce dans le tas. Ils utilisaient des cocktails Molotov, du gaz lacrymogène, des bâtons. Danny part en Écosse pour en apprendre plus sur le hooliganisme local. Il ira à Glasgow où un profond clivage religieux est à l'origine d'une des rivalités les plus acharnées au monde, celle entre le Celtic et les Rangers. Il remontera la côte jusqu'à Aberdeen pour découvrir les Casuals, les premiers hooligans écossais à avoir suivi la mode. Puis il se rendra à Édimbourg, la ville du Hibernian Football Club et de ses hooligans armés qui ont transformé la capitale en forteresse. La Tartan Army, cette bande de joyeux fêtards très respectés qui supportent l'équipe nationale écossaise quoi qu'il arrive, offre une image sympathique du football écossais. Mais il n'y a rien d'amical entre les deux équipes les plus supportées et les plus victorieuses du pays, le Celtic et les Rangers. Ces deux clubs viennent de Glasgow. C'est là que Danny commencera son périple. Aujourd'hui, c'est jour de derby, une des rencontres les plus explosives de la planète. Danny va y assister, car on lui a dit que c'était plus qu'un simple match de foot. Glasgow est divisé par des questions de religion. Certains quartiers catholiques supportent le Celtic, et d'autres, protestants, soutiennent les Rangers. Au fil du temps, la violence et les deux équipes surnommées la Old Firm sont devenues indissociables. It wouldn't be the same at a Rangers-Celtic match if opposing supporters didn't clash. One 18-year-old supporter was knocked to the ground, and as he tried to rise, another fan struck at his head with a meat cleaver. Et quand les tribunes sont calmes, les joueurs prennent la relève sans problème. Voici Jim McTaggart. Cet ancien membre de l'Inter-City Firm, le groupe de hooligans des Rangers, est interdit de match à vie. Il a purgé une peine de prison en Hollande à cause de son engagement un peu trop zélé envers son équipe. J'ai assisté à d'autres derbys un peu partout. Celui entre le Celtic et les Rangers est de loin le pire. Le cœur de John O'Kane, fils d'immigrés irlandais, bat pour le maillot vert et blanc. Il est membre des Celtic Soccer Casuals. Il a oublié le nombre de délits dont il a été reconnu coupable et a été emprisonné il y a 2 ans pour cette attaque sur ce pub. Il n'y a pas d'équipe plus rivale en Grande-Bretagne, et de loin. À chaque match, il y a des problèmes, même si ce n'est qu'un petit match de coupe. Il y a des émeutes, des bagarres. Des arbitres sont attaqués, le terrain est envahi par les supporters. Des gens se font poignarder et meurent. La police montée nous poursuit dans les rues, c'est de la folie. Tout ça à cause des fans du Celtic et des Rangers. Ils se détestent réellement.
Danny va assister à une des rencontres les plus imprévisibles du monde pour se faire sa propre idée. Je suis supporter de West Ham, alors je comprends cette passion. Mais là, c'est puissant, je dois l'avouer. C'est impressionnant. Cette ambiance a une odeur particulière. On arrive presque à sentir cette tension. C'est très dur à expliquer. Ces deux clubs se méprisent profondément pour des questions politiques. Et les supporters sont très proches les uns des autres. C'est incroyable. Cette rivalité découle du sectarisme d'Irlande du Nord, importé en Écosse au XIXe siècle, quand des milliers d'immigrants irlandais, à la fois catholiques et protestants, sont venus s'installer à Glasgow. Dans un sens, les anciennes traditions sectaires du nord de l'Irlande ont été transférées par les immigrants, particulièrement au centre-ouest de l'Écosse. À l'origine, les deux communautés et les deux clubs qui les représentent s'entendent bien. Les journaux de l'époque ont montré qu'elles avaient des relations amicales non négligeables. La rivalité existait déjà, mais l'aspect sectaire n'est apparu que plus tard. Dans les années 20, une récession importante touche la ville. En ces temps difficiles, les protestants majoritaires s'en prennent à la minorité catholique, faisant preuve de discrimination à tous les niveaux. Glasgow se divise alors en deux camps. Les troubles en Irlande du Nord traversent la mer d'Irlande pour venir alimenter les flammes à Glasgow. Cette haine sectaire trouve alors un exutoire dans le Celtic et les Rangers. Demain midi, Danny fera l'expérience de cette animosité lors du derby entre les deux équipes. Danny est à Glasgow, en Écosse. La ville abrite deux des clubs rivaux les plus implacables, le Celtic et les Rangers. Aujourd'hui, c'est jour de match et ce derby a connu autant d'affrontements que n'importe quelle autre rencontre au monde. Le pire a été atteint lors de la finale de la Coupe d'Écosse de 1980. Un but de dernière minute a offert la victoire au Celtic et des centaines de fans ont envahi le terrain pour célébrer l'événement. Ils ont rapidement été rejoints par les supporters des Rangers. Et Hampden Park s'est transformé en champ de bataille. This is possibly the worst incident I have seen in a football field in 25 years of world travels. Les supporters ivres se sont affrontés, armés de bouteilles d'alcool, et la police a eu du mal à reprendre le contrôle. Policemen and foot trying to stop this horrific trouble. Quoi qu'en disent les gens, il y a un vrai climat de haine. Pendant le match, ces gens soutiennent leur équipe avec passion. Mais cette passion a une connotation négative. Lors de cette rencontre, la police écossaise doit relever l'un de ses plus grands défis. Il est important de faire la différence entre un match classique où l'on doit faire face à des troubles prévus à l'avance entre des groupes de hooligans connus et le derby Celtic Rangers, où il y a un plus grand risque d'affrontement spontané. Le coup d'envoi a lieu dans 30 minutes. La tension monte. La tension est incroyable. L'atmosphère est électrique. Il y a un flot continu de fans du Celtic. Ils sont de l'autre côté de la rue, mais ils sont entourés de supporters des Rangers. Regardez, ils leur cherchent des noises. Même la nana qui bosse dans le parking derrière, regardez. Ils la cherchent. On a le sentiment qu'à tout moment, ça peut vraiment dégénérer. Et si ça part en vrille, rien ne les arrêtera. Mais bon, avec un peu de chance, ça se passera bien. On aura un beau match. Je pourrais me faire une idée de l'ambiance, sans me faire casser la tête. Pour être sûr que ça n'arrive pas, Danny retrouve John O'Kane, membre des Celtic Soccer Casuals. John ne peut pas s'approcher davantage du stade, étant interdit de match suite à ses délits. Parle-moi des problèmes que tu as vus pendant le derby. Le pire, c'est quand le match principal a été annulé au Celtic Park. 60 000 supporters sont venus ici pour voir le match de l'équipe B. Ça a tourné à l'émeute. Pour l'équipe B? Oui. Le lendemain, les journaux ont titré « 184 arrestations, rien que pour l'équipe B ».
C'était de la folie. La police ne s'y attendait pas. Et toi, tu y étais? Ça, oui. Évidemment. Je faisais partie des 184 personnes arrêtées. C'est vrai? Oui. C'est un des billets les plus recherchés. Danny a la chance d'avoir une place dans la tribune du Celtic. C'est l'heure. Ce que j'ai là, c'est... Je devrais le ranger, si je veux pas qu'on m'assomme pour le prendre. Je vais assister au derby de la Old Firm. Écoutez. Je vais dans la fosse au lion. J'ai trop hâte. Je suis dans la tribune du Celtic. Bon, je tiens plus. Je vais y aller et voir le match. La rencontre est aussi tendue que l'atmosphère dans les gradins. Et dans la plus pure tradition du derby, le Celtic gagne 1-0. Le match n'est pas un classique du genre, mais l'ambiance est quand même incroyable. Je vais vous dire. Facile. J'ai l'impression d'être totalement défoncé. C'était absolument hallucinant. Je suis totalement stupéfait, tous ces bruits résonnent dans ma tête. C'était super intense. J'avais jamais vécu quelque chose comme ça de ma vie. Et vous savez quoi? On ne vit qu'une fois. Vous devez assister à un derby Rangers-Celtic au moins une fois dans votre vie. Après avoir assisté au match avec les supporters du Celtic, il est prévu que Danny retrouve des fans des Rangers. Mais traverser aussi vite les lignes ennemies l'angoisse un peu. Je vais aller discuter avec les Rangers. Ils viennent de perdre et je ne sais pas dans quel état d'esprit ils sont. Ça me plaît pas plus que ça, mais je veux les rencontrer. Avec de la chance, ils seront cool avec moi. Je ne sais pas si je leur dirai que j'ai vu le match avec les fans du Celtic. Je me déciderai en les voyant. Mais on m'a assuré que ce sont des gens bien, qu'ils veilleront sur moi. Ils ont perdu, mais j'espère qu'ils me prendront sous leur aile. On verra bien. Danny se rend à Bridgeton, un quartier dur et résolument protestant de Glasgow. Ici, tout le monde soutient les Rangers. Passer d'un camp à l'autre le jour du derby ne se fait pas à la légère. Mais Danny a rendez-vous avec Jim McTaggart et d'autres supporters dans un des pubs les plus farouchement pro-Rangers. Il n'est pas certain de leur réaction. Il y a moins d'une heure, ils se trouvaient dans la tribune adverse de leur propre stade. Maintenant, il vient les voir dans leur quartier. Et cette idée ne l'enchante guère. Heureusement, tout le monde le reconnaît grâce au film. L'accueil est chaleureux. Une pinte du breuvage local à la main, il redevient très vite lui-même. Merci de me rencontrer, Jim. J'apprécie beaucoup. J'étais avec les fans du Celtic pendant le match, mais je voudrais aussi connaître votre point de vue. J'ai vécu une expérience hallucinante. Je supporte West Ham, mais là, ça va beaucoup plus loin que le sport. C'est surtout une question de religion. Si on enlève cet élément, le match Rangers-Celtic est un derby comme un autre. C'est vrai. Dis-moi comment ça se passe quand on est membre d'un groupe de hooligans. Pourquoi tu les as rejoints? Pour les sensations, l'adrénaline. T'es avec tes potes et tu te frottes à d'autres gens qui ont la même mentalité. On est tous là pour se bagarrer. À ton avis, il va y avoir du grabuge plus tard? Là, ça a l'air assez calme, chacun dans son quartier. Dans le coin, ça sera calme. Parce que c'est le quartier des Rangers et ils ont été battus par leurs grands rivaux. Mais plus tard, ça va se mettre à bouger un peu partout. Bien sûr. Je te le garantis, partout. Avant, pendant et tout de suite après la rencontre, la police a eu, comme d'habitude, la situation bien en main. Mais le match s'est terminé à 14h30. L'après-midi va être longue. Les supporters vont s'éparpiller au cœur des villes et villages de la région, et parfois plus loin. Éviter qu'ils se croisent dans des pubs, des clubs ou ailleurs va devenir plus difficile. Au cours de la journée que Danny a passée à Glasgow, il y a eu 16 cas d'agression et une tentative de meurtre, ce qui reste calme pour ce derby. Par le passé, lorsque les supporters du Celtic et des Rangers mettaient de côté leur petite guerre personnelle pour suivre leurs équipes en déplacement, ils envahissaient d'autres petites villes écossaises, ce qui avait tendance à énerver les supporters locaux. Ils débarquaient par milliers.
Si le match avait lieu dans un stade de 25 000 places, ils venaient à 20 000 et il ne restait plus que 5 000 places pour les autres. Et ces 20 000 supporters arrivaient tôt le matin, en général bien imbibés, et ils prenaient d'assaut les pubs, les snacks, le stade. Depuis tôt le matin jusque tard le soir, la ville était dominée par les fans du Celtic et des Rangers. Pendant près d'un siècle, le Celtic et les Rangers ont fait la loi à la fois sur et hors du terrain. Mais le football écossais et la violence qui l'accompagne allaient être transformés. Danny quitte Glasgow et poursuit sa route vers le nord pour rejoindre à 210 km de là, sur la côte est de l'Écosse, la ville qui a osé tenir tête à la Old Firm. Dans les années 80, Aberdeen, plus connu pour son agriculture que pour son équipe de foot, met fin à la domination des Rangers et du Celtic. L'équipe devient la reine du football écossais, sous la houlette du légendaire Sir Alex Ferguson. Fergie a quitté Sainte-Myrène pour Aberdeen. Il a pris le taureau par les cornes et nous a propulsés au sommet, ce qu'on n'aurait pas pu imaginer. Aberdonians turned out in their thousands to welcome home Britain's team of the season. It's been a fortnight of heroics and hangovers in the Granite City. C'était phénoménal de voir notre équipe passer au premier plan et être assez forte pour battre régulièrement les Rangers et le Celtic. C'était le paradis. Aberdeen est une ville en plein développement. Dans les années 70, on découvre des gisements de pétrole en mer du Nord, près des côtes. La ville devient alors le centre de la nouvelle industrie pétrolière britannique et l'une des plus riches de Grande-Bretagne. Aberdeen passe de ville éloignée d'Écosse à l'endroit où il faut être. Et son équipe de foot dynamique, passionnante et pleine d'assurance reflète bien l'état d'esprit de la ville. Les gens parlaient d'Aberdeen sur le terrain et on voulait qu'ils en parlent aussi hors du stade. Alors que l'équipe atteint une certaine renommée pour la qualité de son jeu, quelques-uns de ses supporters deviennent célèbres pour des raisons bien moins glorieuses. Vous aurez peut-être du mal à le croire en le voyant aujourd'hui, mais Jay Allan a été l'un des leaders des hooligans d'Aberdeen. À l'adolescence, il s'est découvert une fascination pour cette forme de violence. En tant que jeune supporter, ces affrontements m'intriguaient et m'excitaient. Mais je restais un peu à distance et je décampais avec les autres jeunes quand les bagarres se dirigeaient vers nous. Je devais avoir 17 ans la première fois où je ne me suis pas enfui. Je me suis lancé et j'ai réalisé que c'était génial. Porté par les victoires de l'équipe, une armée grandissante de jeunes supporters cherche à se démarquer du hooligan de l'époque, avec son écharpe aux couleurs de l'équipe, son crâne rasé et ses Rangers. L'inspiration leur vient lors d'un match de Coupe d'Europe à Liverpool, quand ils aperçoivent le look des supporters adverses. Dans la tribune d'en face, il y avait peut-être 300 mecs, sans écharpe, avec des lunettes rétro, un look presque disco et néo-romantique. Ça nous paraissait tellement bizarre. On n'avait jamais vu ça. Mais bizarrement, je crois qu'on a été nombreux à trouver ça plutôt cool. Les Aberdeen Soccer Casuals sont nés. Me voilà à Aberdeen, sous le soleil. Et c'est vraiment superbe. Je n'avais encore jamais été aussi loin au nord. Mais ça caille. Je suis venu rencontrer certains membres d'origine d'un des premiers groupes casual britanniques. Voici Bob Carmichael. Originaire d'Aberdeen, il travaille sur une plateforme pétrolière et a été membre du groupe pendant 20 ans. Quand vous vous regroupiez, vous étiez combien? Je dirais dans les 400 ou 500. Pour les matchs à domicile, on pouvait être 1 millier dans la tribune sud. Ça fait pas mal. À ton avis, le succès de l'équipe y était pour quelque chose? Oui, ça a joué un rôle majeur. Et à l'époque, le style vestimentaire a commencé à changer. On se faisait remarquer. On ne portait plus les couleurs de l'équipe. Notre truc, c'était de mettre des joggings de marque, des tenues de golf, de tennis, ce genre de choses. Et l'industrie pétrolière était en plein boom. Les gens avaient les moyens et les mômes dont les parents bossaient sur les plateformes offshore aussi. Tout le monde pouvait s'habiller comme ça.
Les gens pouvaient se le permettre. Et dans les années 80, ce n'était pas de la contrefaçon. C'était de vrais vêtements de marque. Le truc, c'est qu'on était les seuls à le faire. Quand les équipes adverses venaient jouer ici, leurs supporters ressemblaient encore à des skinheads et à des voyous. Et en nous voyant, ils se demandaient « C'est qui ceux-là ?» Se faire une bonne petite baston bien sapée, il n'y a rien de tel, non? Dans les années 80, les hooligans d'Angleterre et d'Aberdeen arborent des vêtements de marque. Mais le reste de l'Écosse est à la traîne. Les hooligans d'autres clubs, comme celui de Motherwell, en sont encore au style traditionnel du skinhead Rangers. C'était le cas de Matt Johnston, ancien membre du groupe de Motherwell. Pour lui, les casuals n'avaient rien d'extraordinaire. On était tous des skinheads purs et durs. Quand on a vu ces mecs avec leurs coupes de cheveux, leurs jeans serrés et leurs grosses baskets blanches, on s'est dit « C'est qui ces pédés ?» On s'attendait à ce qu'ils s'enfuient en courant. Mais ils se sont battus, et bien battus. C'était notre première rencontre avec les casuals. Non seulement ils savent se battre, mais ils le font en toute impunité. Leur look sert de tenue de camouflage. On ne pouvait aller nulle part quand on était skinhead à l'époque. La police nous arrêtait et nous fouillait sans aucune raison. C'était assez gonflant. C'est là qu'on s'est dit, attendez une minute, ces types se font jamais choper simplement à cause de leur façon de s'habiller. Le groupe de Motherwell décide donc de passer au style casual. Ils ont été les premiers, après nous, à suivre la mode. Ils ont débarqué à la gare d'Aberdeen bien sapés. C'était assez sympa de rencontrer des hooligans qui avaient le même look et la même mentalité que nous. Bientôt, tout le monde suit leur exemple. Les hooligans se mettent sur leur 31 pour se bagarrer. Le plus incroyable, c'est la vitesse à laquelle les choses ont évolué et le nombre de gens qui ont suivi le mouvement. Quasiment du jour au lendemain, c'est devenu une obsession. Tous les casuals écossais voulaient mettre la main sur les vêtements les plus exclusifs, les meilleures marques, les dernières nouveautés. Pour qu'ils soient les mieux fringués de ce côté-ci de la frontière, ils ont dû mettre le cap au sud, pour Londres, où les rues ne sont pas vraiment pavées d'or, mais où les boutiques sont remplies de trésors. On prenait ça très au sérieux et on dépensait des sommes colossales en fringues. Pour des mecs de la classe ouvrière, claquer peut-être la moitié de leur salaire dans une veste de jogging, ce n'était pas rien. Et c'est devenu disproportionné. Pas mal de casuals ont écrit des lettres au magazine The Face pour critiquer les autres groupes qui n'étaient pas à la pointe de la mode. Le nouveau hooligan écossais a un style très différent et la police est prise au dépourvu par ce hooliganisme chic. À l'époque, nous n'étions pas préparés à ça. Il y a 25 ans, nous n'avions pas les moyens techniques dont nous disposons aujourd'hui pour collecter des informations. Désormais, nous sommes mieux armés pour combattre ces groupes organisés que nous ne l'étions dans les années 80. Il leur a fallu des années pour reprendre le dessus. C'est pour ça qu'on s'est vraiment éclaté les premières années. Ils n'avaient pas la moindre idée de qui nous étions. Les médias ont trouvé leur nouveau sujet. Les casuals héritent du rôle des mods et des rockers des années 60 et des skinheads des années 70. Les journaux écossais sont atteints par le virus casual. Danny poursuit son voyage pour découvrir l'impact du hooliganisme casual sur la capitale écossaise. Danny est en Écosse, sur la piste des vrais hooligans. Il se trouve à Édimbourg, où dans les années 80, les jeunes de la capitale ont décidé de placer la barre encore plus haut en ce qui concerne le hooliganisme. Il a entendu dire qu'Édimbourg a l'un des groupes les plus durs du pays. L'équipe s'appelle Hibernian et ses hooligans sont connus sous le nom de CCS, le Capital City Service.
Le CCS voit le jour quand les bandes des différents quartiers de la ville se rassemblent sous la même bannière. Derek Dykes a 39 ans et plus de 30 condamnations pour hooliganisme. Il était là quand tout a commencé. Chaque quartier avait son propre gang. Moi, j'étais dans celui du quartier de Lace. Quand le Celtic, les Rangers ou d'autres venaient, les bus de supporters se garaient au bas d'Easter Road. Ils devaient passer sous un pont de chemin de fer, où on lâchait des briques. C'est comme ça que j'ai commencé. Et en 1984, tous les gangs se sont regroupés. Et c'est là que je suis devenu membre du CCS. Après coup, on se dit qu'on n'aurait pas dû faire ça, mais l'adrénaline prend le dessus. On voit rouge, on aperçoit les supporters adverses et on fonce dans le tas. Mais tout ça, c'est fini pour moi. J'ai arrêté. C'est le président du club. Vous allez me faire exclure. Le CCS avait une section junior, la Baby Crew, dirigée par Bradley Welsh. Danny est invité à rencontrer le leader du groupe qui était aussi l'un des meilleurs jeunes boxeurs écossais. Soyez comme un paysan russe dans une pâtisserie française. Je sais pas vraiment à quoi m'attendre avec ce gars. Il a l'air spécial, non? Il a l'air de quelqu'un à avoir près de soi en cas de problème. Vous avez vu? Ça fait 2 fois le tour. Méchant coup de poing. J'étais pas plus haut que ça, un petit gamin maigrichon. Mais je faisais de la boxe. À 14 ans, j'avais déjà gagné des titres nationaux. Je faisais des combats locaux, nationaux et internationaux. La violence ne m'attirait pas, mais j'étais doué pour ça. À 14 ans, il dirigeait la Baby Crew. La plupart des groupes ont une section junior et celle d'Hibernian était la plus connue. J'étais un des fondateurs de la Baby Crew. On avait 13, 14, 15 ans. On était plus jeunes que les membres de la CCS. Ils étaient un peu comme nos grands frères, mais on voulait trouver nos propres bagarres et on a fondé notre groupe. Et le plus âgé avait quoi, 15 ans? Oui, on était tous encore à l'école quand ça a commencé en 1983. On a continué en 84 et 85. Quand on a eu 16, 17 ans, les deux groupes se sont réunis. Et vous étiez toujours partant? Bien sûr, on était à fond, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'était notre truc. Et pas que pour les matchs. À un moment, on avait plus de 200 membres. J'avais 14 ans. J'avais été arrêté à Dundee, à Ibrox. 7 arrestations en tout pour des bagarres liées au foot. Il n'est pas bien difficile d'imaginer comment étaient les hooligans d'Hibernian. De jeunes ados durs et en colère comme Bradley, qui rêvaient tous d'avoir le meilleur groupe du pays. Mais un autre club était en travers de leur chemin, celui d'Aberdeen. Pendant des années, les deux rivaux se sont disputés avec acharnement le titre de numéro 1. Cet homme appartenait au groupe d'Aberdeen. De 1984 à 1990, Dan Rivers a voyagé à travers tout le pays avec les Aberdeen Soccer Casuals. Quand j'étais jeune, je me fichais de tout. Je ne vivais que pour le week-end, les bagarres, l'ambiance. J'étais casual tous les jours de la semaine. La démarche, le discours, les fringues, tout était casual.
C'était notre style de vie. Avec le recul, je me dis qu'on jouait un jeu dangereux chaque week-end. Hospitalisé après avoir été poignardé et quasiment battu à mort, Dan a tourné le dos au hooliganisme. Aujourd'hui, il se replonge dans le passé en revivant le voyage jusqu'à Édimbourg pour affronter le CCS. C'était les seuls à pouvoir vraiment se mesurer à nous pour prendre la place de numéro 1. C'était notre titre. Et c'était toujours des bonnes bagarres. Pendant que le train plein à craquer de supporters d'Aberdeen se rapprochait, les membres du CCS s'assuraient que tout le monde était partant pour se battre. On ne voulait que les meilleurs, que ceux en qui on pouvait avoir confiance. Si votre tête ne nous revenait pas, si on savait que vous n'étiez pas assez courageux, on ne vous emmenait pas. On vous disait que vous ne veniez pas avec nous et on vous renvoyait chez vous. Le discours était le même dans le train. J'ai vu ce qui arrivait aux gars qui s'enfuyaient ou qui battaient en retraite. Ça valait pas le coup. On était là pour se battre et c'est ce qu'on faisait. Mais même les plus endurcis avaient le trac à la dernière minute. On se mettait à avoir la trouille parce qu'on ne savait pas ce qui nous attendait, ce qui allait se passer, qui serait là et combien il serait. Il y avait une part de peur, mais cette peur nous poussait vers l'avant. Il fallait l'accepter et en tirer parti. Une fois le train arrivé en gare d'Édimbourg-Waverley, les deux groupes se préparaient à s'affronter. On sortait de la gare. On était dans les 350 ou 400. Plus on était nombreux, mieux c'était. On était comme une armée, une unité. On était les ASC, les hooligans d'Aberdeen. Les mecs d'Aberdeen passaient par là. On n'avait qu'à venir sur ce pont pour les voir arriver. Le guetteur nous disait exactement où ils se trouvaient, s'ils tournaient à gauche ou à droite. Dans les années 80, c'était une bonne place pour les observer. Dans Easter Road, une ligne de démarcation se formait. Les gars se tournaient autour au milieu, et les projectiles se mettaient à voler. Nos leaders se lançaient contre leurs leaders au milieu de la rue, et dès qu'on entendait « En avant Aberdeen », on fonçait dans le tas. Dès qu'on commençait à se battre, on ne s'arrêtait pas. On ne faisait pas de pause. Une fois qu'on était dedans, on y restait. Jusqu'à ce que la police débarque et nous sépare. Là, on s'enfuyait. C'est comme ça que les bagarres s'arrêtaient. On ne se courait pas après. Une fois qu'on était lancé, on y allait. Les hooligans s'amusaient peut-être, mais en 1985, une tragédie a lieu. Un hooligan d'Hibernian manque de perdre la vie lors d'affrontements avec ceux d'Aberdeen. Ça a été une honte. Il s'est retrouvé isolé d'un côté de la route et on était de l'autre. Plein de gars ont décampé ce jour-là. Ça a été la pire bagarre que j'ai vue. Il était très grièvement blessé. Certains journaux disaient qu'il était mort, mais c'était faux. Il était dans un état critique. Après ce jour où Raymond Morel a failli perdre la vie, le simple fait d'entendre le nom Aberdeen, pour nous, c'était... Il fallait qu'on se venge. Et on l'a fait. Cette vengeance prend la forme d'une arme encore inconnue dans le monde du hooliganisme. Les mecs d'Aberdeen arrivaient de par là, pour aller à la gare. Quand ils ont tourné ici, on a tous débarqué de par là-bas. Il y avait autant de monde qu'aujourd'hui. Le cocktail Molotov a été lancé depuis l'arrêt de bus et il a atterri par ici. En voyant les flammes s'élever et la bouteille éclater au beau milieu de la rue, tout le monde a été abasourdi. Le hooliganisme avait atteint un tournant. On a pris notre pied, et encore plus en voyant les mecs d'Aberdeen se casser. C'était cool aussi. Dommage qu'on n'ait pas pu les choper. Ce cocktail Molotov, ça a été un moment décisif. C'était leur façon de nous dire, pas question que vous fassiez la même chose. C'est comme ça qu'on a pris la première place. À l'époque, le groupe d'Aberdeen était le meilleur, mais après, on a continué. Et à chaque fois que leur équipe jouait ici, tous les supporters d'Hibernian venaient au match. C'était la rencontre la plus importante pour nous, nos plus grands rivaux. Dan et Derek se rencontrent pour la première fois. Il y a 20 ans, ils se seraient battus dans ces rues.
Mais aujourd'hui, une étrange courtoisie lie ses anciens ennemis qui partagent le même passé violent. C'est bizarre. Cette rue était géniale, non? Ça, oui. Ça faisait un grand fracas. Oui, comme une collision au milieu de la route. Des corps partout. C'était bon, c'était réjouissant. Comme je l'ai dit, on ne peut pas expliquer ce sentiment qu'on a au creux du ventre. C'était un truc dingue, hallucinant. Ah, c'est ça. C'était le bon temps, la belle époque. Une période vraiment démente. On se battait à main nue. C'était suffisant. Et on était jeunes, on s'en remettait plus vite. Oui. À la salle de sport, Bradley explique à Danny pourquoi l'affaire Morel a été un tournant pour le CCS. On est devenu de plus en plus fort. On a développé notre organisation. On était les mieux organisés. Les autres groupes se déplaçaient à 200 ou 300. On ne partait qu'à 120, mais on était tous des bons. Ce qu'on faisait, c'est qu'on allait dans les autres villes en premier, avant même que nos adversaires se rassemblent. On se retrouvait avec 120 mecs dans un pub de Motherwell, de Dundee ou d'Aberdeen. On débarquait à Aberdeen à 6h30 du matin. Je voulais te demander... Les membres du CCS sont connus pour être armés, non? Est-ce qu'il y a eu des incidents où ils se sont servis d'armes? Oui. Ils utilisaient des cocktails Molotov, du gaz lacrymogène, des bâtons, des couteaux, principalement contre Aberdeen. C'est dur à expliquer, mais dans le hooliganisme à l'époque, il y avait une certaine camaraderie. On nous appelait la famille, on était unis, c'était génial. Et nous, on était les petits frères. Avant de partir, Danny a tout juste le temps de prendre une brève leçon de boxe, au cas où quelqu'un se montrerait menaçant au cours de son périple. Vous avez vu ça? Jusqu'en haut. Pour l'instant, Danny a été témoin de la haine entre le Celtic et les Rangers à Glasgow. Il a découvert une animosité plus récente entre Aberdeen et Hibernian. Mais qu'en est-il de la ville dont les deux clubs sont plus proches qu'aucun autre en Grande-Bretagne? Danny est en route pour Dundee, où les deux équipes rivales sont littéralement voisines. Je viens d'arriver dans Tannadice Street, où se trouve le stade de Dundee United. Là, vous voyez? Et, vous n'allez pas le croire, voilà celui de Dundee. Je n'ai jamais vu un truc pareil de toute ma vie. Les deux stades sont juste à côté, c'est hallucinant. J'arrive pas à le croire, c'est dingue. Il n'y a pas de club plus proche dans les îles britanniques et chose incroyable, ils ont le même groupe de hooligans. C'est inouï, ça m'échappe complètement. Je veux comprendre comment ça fonctionne. Alors je vais aller discuter avec quelques membres. La Dundee Utility Crew est l'un des groupes les plus actifs du pays. Comment votre groupe a-t-il vu le jour? Dundee est une petite ville, même si c'est la 4e ville d'Écosse. Elle n'est pas si grande que ça. Les principaux supporters des deux clubs étaient tous potes. Ils passaient leur samedi soir au pub, et un jour, ils ont décidé d'aller tous ensemble assister à un match. C'est parti de là. Une semaine, on suivait Dundee. La semaine suivante, on suivait United, et ainsi de suite. Et quand les deux équipes s'affrontent, ça se passe comment? Il n'y a ni violence ni haine envers nos potes, mais on déteste leur équipe. Donc on reste dans nos pubs, on assiste au match, et avec un peu de chance, notre équipe gagne. Si United perd, ce qui est déjà arrivé quelquefois, c'est notre fête. Vous vous faites chambrer, mais vous n'en venez jamais aux mains. Non, on est tous amis, on est tous potes. 5 membres ont été condamnés à un total de 8 ans de réclusion pour avoir participé aux affrontements qui ont eu lieu avant la finale de la Coupe d'Écosse contre le Celtic en 2005. Ce groupe de hooligans organisés a pris part à des troubles importants, à environ 1,5 km de Hampden Park, le stade national. Un nombre significatif d'entre eux a été arrêté et condamné à des peines de prison considérables. Grâce à la vidéosurveillance, la police a réussi à prendre l'avantage dans la guerre contre les hooligans. Ils ont pris le dessus. On peut plus se battre de nos jours. Ou alors il faudrait faire ça très loin, organiser ça au fin fond de l'Écosse, tout au nord. Avec ces moyens de renseignement supplémentaires, la police écossaise sait désormais à peu près tout ce qui se passe.
comme Danny est sur le point de le découvrir. Il a prévu de rencontrer d'autres membres de la Dundee Utility Crew et d'assister au match de ce soir avec eux. Mais la police a d'autres projets pour lui. Son séjour à Dundee risque de s'achever plus tôt que prévu. À Dundee, Danny a rencontré certains membres de la Dundee Utility Crew. Ils doivent en retrouver 80 autres et assister à un match. Mais une surprise de taille attend Danny. La police a contacté notre équipe de production et a demandé que Danny n'aille pas à ce match. Elle craint que sa présence n'augmente le risque de problème. La police n'a pas précisé comment elle avait découvert les projets de Danny. Surveillance du réseau Internet, un informateur. De nos jours, elle a l'avantage et c'est exactement ce qui se passe dans le monde des hooligans. Les flics savent que je suis ici. Ça m'a vraiment fait comprendre à quel point ils ont le contrôle. C'est incroyable. Ils ont l'air de connaître les moindres faits et gestes de chaque groupe, de savoir où ils vont se rendre. Il ne s'agit que d'un petit match à Dundee. Je voulais juste y assister pour voir l'ambiance. Mais la police a demandé que je n'y aille pas. Et j'ai vraiment pas envie de me faire coffrer. La production a donc décidé qu'on n'irait pas au match. Un homme était bien connu des services de police dans les années 80. Jay Allan, membre des ASC. En 1986, il reçoit le choc de sa vie. On ne prend pas ça très au sérieux, jusqu'à ce qu'on se retrouve en tôle. Sa condamnation pour atteinte à l'ordre public lors de troubles à Motherwell est la 7e. Il devient alors l'un des premiers hooligans écossais à être emprisonné. C'était très embarrassant pour ma famille, pour les gens en rapport avec ma famille et pour celle de ma copine. C'était l'enfer. Et je ne voudrais pas revivre ça, ni leur faire revivre ça. Aujourd'hui, il a laissé la vie de hooligan loin derrière. Il s'occupe d'un petit hôtel-pub dans le petit village de Methlick, tout près d'Aberdeen. Ça a été ma vie pendant un temps et je me suis bien amusé. Mais tout a une fin. J'apprécie vraiment la vie de village et tout ce qui va avec. Je suis aussi conseiller municipal. Je m'occupe de la plomberie et de la fête des personnes âgées. Je chasse et je pêche. J'ai une copine géniale. Un fils magnifique. J'ai une vie plutôt saine. Contrairement aux autres hooligans que Danny a rencontrés, Jay, de par son expérience, ne voudrait pas que son fils marche sur ses traces. Je pourrais difficilement être trop dur avec lui. Mais je serais un peu déçu et j'aurais peur pour lui. Je n'aimerais pas qu'il y laisse ses dents ou sa liberté. Mais pour John Hocken, tourner le dos au hooliganisme n'est pas aussi simple. Bien qu'il vienne de sortir de prison pour un délit de cet ordre, il sait qu'il ne pourra jamais dire jamais. T'as officiellement pris ta retraite? Je suis obligé de répondre. C'est vrai, on peut se dire qu'on arrête, qu'on reste à l'écart. Mais c'est comme une drogue, comme avec l'alcool. Un ancien alcoolique ne pourra jamais dire qu'il ne boit pas. Il restera un alcoolique, peu importe quand il a bu un verre pour la dernière fois. Un hooligan sera toujours un hooligan, même s'il ne s'est pas battu depuis longtemps. Au cours de ce voyage en Écosse, j'ai appris que même si certaines choses évoluent, d'autres ne changeront jamais. Comme n'importe quelle rivalité liée à un clivage religieux vieux de plusieurs siècles, la haine entre le Celtic et les Rangers ne s'éteindra jamais. Mais la violence organisée entre groupes de hooligans en Écosse, à l'échelle là où on l'a connue, appartiennent désormais au passé. L'alourdissement des peines a suffi à mettre un frein aux ardeurs des hooligans. Mais pour un petit nombre d'entre eux, les sensations et la montée d'adrénaline que cette violence leur procure demeurent irrésistibles, quelles qu'en soient les conséquences. Enfin, il est temps que je m'en aille, que je mette le cap au sud. À bientôt.